Ok, je suis Bayala Serge, né en Côte d'Ivoire. Mes parents sont socialement des agriculteurs et tout, et donc je viens d'un milieu social très très moyen. Et je suis aujourd'hui activiste de la société civile et activiste panafricain. Et je milite essentiellement dans deux mouvements, dont je suis fondateur d'un qui est 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique, et membre militant du mouvement Le Balai Citoyen. Voilà. Oui, mon engagement est venu d'un ensemble de frustration parce que je n'arrivais pas à donner des explications aux situations de misère exacerbées et de malgouvernance que je découvrais dans mon environnement immédiat. Et ces questionnements m'ont amené à me saisir enfin comme citoyen qui va désormais s'engager pour être un citoyen actif et non plus un citoyen qui subit les politiques publiques. Il y avait plein de choses qui ne tournaient pas et ce qui surtout m'a beaucoup marqué dans ça, j'ai eu l'impression à un moment donné qu'on faisait le culte de l'impunité, qu'on donnait des primes aux délinquants politiques et économiques. Et pour moi, un pays qui veut tendre vers un progrès relatif ou tout simplement le développement doit miser sur les valeurs de gouvernance, les valeurs d'éthique, les valeurs d'égalité, les valeurs de traitement humain au même pied, de sorte qu'il n'y ait pas des citoyens qui soient au-dessus des uns et d'autres citoyens qui pensent qu'ils ont le devoir d'imposer aux autres le respect de leurs devoirs et qu'ils ont le droit, eux, d'abuser d'un certain nombre d'atouts ou de privilèges parce que le traitement qu'on accorde à quelqu'un qui vole un poulet chez nous, il est emprisonné souvent à vie. Alors que quelqu'un qui vole des cantines d'argent à hauteur de 2 milliards, 3 milliards, on peut le nommer ambassadeur du Burkina en France. C'est-à-dire on cautionne son acte. Et on l'élève socialement comme pour dire, enfin, pour jouir d'une certaine élévation sociale, il faut devenir un délinquant tout simplement. Et moi, cette situation, je me dis, on peut faire autrement. Il faut la changer. La question de la lutte, c'est aussi du coup une lutte pour la justice aussi. Oui, c'est une lutte pour la justice parce que nous avons une histoire qui est marquée par des flagrants délits d'impunité. C'est l'assassinat crapuleux du capitaine Thomas Sankara qui est un repère très fort pour nous. Et c'est aussi le journaliste Norbert Zongo qui a été cramé et réduit à 5 kilos. C'est autant de chocs qui nous amènent obligatoirement à nous engager, non pas pour pleurer sur les morts passées, pour dénoncer nos morts futures et dire que nous avons droit à un traitement plus digne, à un traitement, parce que le premier principe d'existence, c'est le droit à la vie. Et si cela est banalisé, alors quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas construire d'école, ne peut pas être infirmier, c'est-à-dire tout simplement ne peut pas être une ressource qu'on peut capitaliser pour le développement. Et pour nous, il fallait agir sur ces éléments, exiger la justice dans tous les domaines, dans tous les aspects, sur le plan économique, de sorte que chaque citoyen ait le droit d'accéder à un minimum pour assurer sa sécurité sociale, pour se mettre à l'abri de l'indignité. Et pour nous, ces questions de justice sont au cœur et sont des questions centrales qu'il faut résoudre, en dehors desquelles nous pouvons trouver une solution salutaire à notre situation. Inspiration. Oui, mes autres inspirations, c'est, comme je le disais tantôt, c'est aussi Norbert Zongo. Et, et aussi, la plus grande, pas la plus grande, mais l'une des plus grandes, c'est la première insurrection que le peuple burkinabé a fait sous l'administration coloniale. Parce qu'elle ne supportait pas l'injustice que leur imposait l'administration coloniale. Et quand on a tout ce passif, euh, on se dit que nous sommes une génération qui doit faire mieux que ses pères. Et à leur époque, la situation était encore plus difficile. Ils ont vécu dans des contextes hermétiques. Et nous, nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir des outils qui nous aident à tout ça et des motifs
Parce qu'on a aujourd'hui le taux d'alphabétisation en 1960 n'est pas le même qu'en 2016. Et même si ça n'évolue pas de façon exponentielle, tout de même, il y a une avancée. Comment nous capitalisons ces avantages d'être des citoyens qui sont éduqués à des fins de développement? Oui, c'est la musique, la musique reggae, c'est le rap. Et j'ai eu l'avantage de connaître, d'écouter des musiques très engagées, comme ceux de Sam Skaludia, de Smokey, de Didier Awadi, et de Kadim, et ainsi de suite. Et autant de textes on finit par dire non, vous n'êtes pas les seuls, tu n'es pas le seul à penser comme ça. Il y a des voix peut-être plus grandes parce qu'ils ont un audiment important qui chantent ces frustrations-là. Maintenant, nous disons il faut se mettre en accord et utiliser, s'appuyer sur tous ces outils-là pour créer voilà, un engagement. Et je pense que la musique a beaucoup joué parce que moi j'écoute abusivement la musique très engagée, et je l'écoute à fond et les tests sensibilisent à l'engagement, sensibilisent à la conscience citoyenne. Et je pense que c'est un outil qui canalise nos énergies de jeunes engagés. La politique de la rue, tout simplement, c'est diluer les terminologies qui demandent beaucoup d'efforts aux citoyens qui ne sont même pas d'ailleurs alphabétisés. Et quand vous vous retrouvez dans un milieu où vous tenez un discours universitaire et un discours d'intellectuel qui se snob, on se pose la question quelle peut être son efficacité. Donc la politique de la rue consiste à dire le monopole de la pensée, le monopole de la revendication ne doit pas venir d'une classe. Et il faut arriver à intégrer tous les citoyens, à intégrer les marchands de chewing-gum, à intégrer les paysans, à intégrer les éleveurs de poulets, les mécaniciens, à intégrer à mailler toute la société pour faire en sorte que chacun qui vient d'un environnement différent du mien et ainsi de suite retrouve ses aspirations à être prises en compte, et cela ne pouvait se faire qu'avec ce qu'on a appelé la politique de la rue. La politique de la rue qui consiste à intégrer tous les acteurs de la subdivision sociale et qui sont les petits gens. Et les petits gens sont dans la rue, ils ne sont pas dans les bureaux climatisés. Non, pendant longtemps, c'est un peu ce à quoi ils ont été éduqués, c'est-à-dire à partir du fait qu'ils ne sont pas alphabétisés, c'est-à-dire on lie intelligence au diplôme. Et cela a régné pendant un moment. Et nous avons dit, en tant que des gens issus des milieux diplômés, que non, ça ne doit pas être ça la perception. Le citoyen lambda, le citoyen paysan est capable de se saisir des questions au même titre que nous, sauf que lui, il n'a pas de diplôme. Donc il ne faut pas lui enlever ce droit de penser, de se projeter et de participer à la construction collective. Et donc nous, dans cette dynamique, c'était de dire aux citoyens, enfin, tu as le bagage et tu as la possibilité de te prononcer et de quitter les postulats qui veulent t'infantiliser, qui veulent te dire tout simplement que le fait que tu n'appartiennes pas à des milieux, à certains milieux, tu n'as pas le droit à la parole parce que tu n'as pas l'expertise pour la porter. Et nous, la politique de la rue permet de donner la parole à ces gens pour qu'ils parlent de leur situation parce qu'ils sont les plus habilités à en parler. Quelle que soit l'expertise d'un universitaire, il ne peut pas détailler, il ne peut pas s'approprier l'indignation d'un citoyen qui vit cette indignation-là. Oui, oui, nous sommes dans des sociétés où la croyance à un être transcendantal est très forte, sauf que elle est orientée sur des dieux étrangers. Et le discours ne touche pas les aspirations intimes, hein, pour déclencher une certaine prise de conscience, une certaine action. Et là, nous avons un gars très merveilleux comme Sankara qui arrive dans un contexte, comme je le disais, très difficile, mais qui a fait des exploits.
C'est-à-dire un homme qui arrive et qui dit non, la politique, on peut la faire avec de la morale. La politique, on peut enfin la faire comme elle a été prescrite elle-même. C'est-à-dire que le politique est le serviteur du peuple et non l'inverse. Et quand on a une expérience comme ça dans un continent et dans un monde où ce n'est pas le cas, forcément, il l'oblige à se retrouver dans son discours. Et aujourd'hui, ce discours est d'actualité. Aujourd'hui, on aborde la question dans nos sociétés de l'émancipation de la femme. Il est le premier président au monde à poser la question de la place de la femme dans les sociétés que nous voulons construire. Est-ce qu'on considère la femme comme un être secondaire issu d'une cote de l'homme qui est une éducation à son infériorisation, ou bien on rentre dans un contexte que, avec la femme, qui est d'ailleurs sa femme ou sa sœur et ainsi de suite, est-ce qu'on peut la dissocier des actes publics et de développement? Il a dit non, il a répondu à cette question. Et aujourd'hui, cette question est d'actualité parce que les femmes ont leurs responsabilités parce qu'elles n'ont pas très conscience qu'elles ont une place au-delà des casseroles. Et ça, il faut déconstruire ça. Et nous pensons que l'ensemble de ces idées-là sont des idées qui sont d'actualité et nous retrouvons dans le Thomas Sankara comme repère pour continuer à refonder notre société. Aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Thomas Sankara a anticipé sur toutes ces questions. Il a anticipé, aujourd'hui on fait des COP 21, COP 22. Thomas Sankara a posé le problème de la ceinture verte depuis 1984. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte où on vit les dures réalités des prévisions de la politique de Sankara. Et nous pensons que si ça se pose aujourd'hui, c'est que ça force quand même l'homme à être un repère pour tous ceux qui veulent bâtir un progrès humain. Et on ne peut pas, pour moi personnellement, comme l'a dit le grand frère Samska Ledja, je pense que si il y a un prophète en qui je me reconnais entièrement, pour le dire ainsi, Sankara est celui par qui je suis guidé dans toute mon action, bien évidemment, en apportant les exigences de mon monde moderne.